Merci d'être avec nous sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. En décembre 2012, à Pyongyang, capitale nord-coréenne, des camions armés de haut-parleurs diffusaient la grande nouvelle sur les avenues staliniennes de la capitale. Moins d'un an après son arrivée au pouvoir, le jeune Kim Jong-un annonçait le tir réussi de la fusée 1A3. La Corée du Nord accédant ainsi au club très fermé des puissances spatiales. Pourquoi donc l'un des pays les plus pauvres du monde tenait tant à réussir cet exploit? Eh bien parce que l'espace continue au XXIe siècle de rimer avec puissance, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons que pendant la guerre froide, vous allez voir. La guerre des étoiles, lancée par Ronald Reagan dans les années 80, renvoyait à une guerre d'ordre militaire dans l'espace, au hard power. Aujourd'hui, aller dans l'espace, c'est aussi et surtout pouvoir participer à la nouvelle grande guerre, celle de l'information et des télécommunications, celle du soft power et du prestige. Tout de suite, direction l'espace, éternel enjeu de puissance. 10 pays sont aujourd'hui capables de placer un satellite en orbite. Viennent d'abord les deux superpuissances historiques, l'ex-URSS avec le lancement depuis Baïkonour en 1957 de Spoutnik, le premier satellite artificiel, suivi l'année d'après par les États-Unis depuis leur base de Cap Canaveral. Ce sera ensuite le tour de la France en 1965, depuis la base d'Amaguir en Algérie, puis du Japon et de la Chine en 1970, de l'Inde en 80, d'Israël en 88 et plus récemment de l'Iran en 2009, Corée du Nord en 2012, Corée du Sud en 2013. Alors bien entendu, le rayonnement de ces pays dans l'espace varie considérablement, comme le montre la disparité des budgets. La Chine consacre à l'espace l'équivalent de 5 à 7 milliards d'euros, la Russie 5 milliards, l'Agence spatiale européenne, dont la base de lancement est située à Kourou en Guyane française, y investit un peu moins de 6 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter les apports du CNES et de la DLR, les agences spatiales françaises et allemandes. Et à eux seuls, les États-Unis y consacrent 2 fois plus que toutes les autres puissances réunies, avec l'équivalent de 35 milliards d'euros par an. Alors quel intérêt y a-t-il à savoir lancer des objets dans l'espace? Eh bien d'abord, qui sait faire des fusées, sait faire des missiles. C'est d'ailleurs en s'appropriant la technologie des missiles V2 mis au point par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale que les Américains et les Soviétiques vont concevoir leur première fusée. La course vers l'espace entre les deux superpuissances pendant la guerre froide fait naître en même temps la terreur des missiles intercontinentaux. Aujourd'hui encore, on l'a vu tout à l'heure, à l'instar de la Corée du Nord, la volonté de l'Iran et d'Israël de prouver l'efficacité de leur technologie spatiale peut se lire selon cette même stratégie de menace et de dissuasion réciproque. Il n'est d'ailleurs pas anodin que la liste des puissances spatiales recoupe en grande partie celle des puissances nucléaires reconnues. Maîtriser l'arme atomique et la technologie spatiale, c'est accéder au statut symbolique de grande puissance. Alors, qu'en est-il de la législation sur les armes spatiales? Les traités internationaux stipulent que l'occupation de l'espace et des corps célestes doit se faire de manière pacifique. Mais en réalité, c'est surtout la complexité d'entretenir un arsenal dans l'espace qui garantit l'absence d'armes de destruction massive. En fait, ce qui motive le plus les grandes puissances à s'imposer dans l'espace, ce n'est pas tant la volonté de s'y faire la guerre, mais c'est d'avoir accès à ce point de vue global sur la Terre qu'offrent les satellites. Car si l'intrusion d'un avion espion dans l'espace aérien d'un pays constitue une violation patente de sa souveraineté, les satellites, eux, peuvent surplomber n'importe quel lieu de la planète sans aucune restriction légale. Le perfectionnement des systèmes d'imagerie et de communication explique donc l'énorme avantage stratégique d'occuper l'espace circumterrestre. Notons en passage que la surveillance satellitaire a eu un rôle stabilisateur pendant la guerre froide, puisqu'elle permettait de vérifier l'application des accords sur la limitation des armements. Alors voyons concrètement à présent comment se répartissent les satellites autour de la Terre. Environ 1800 satellites, gouvernementaux et privés, civils et militaires, sont actuellement en orbite.
L'orbite géostationnaire, située à 36 000 km d'altitude sur le plan de l'équateur, est logiquement la plus occupée puisqu'elle permet de surplomber continuellement la même zone terrestre. Le tiers des satellites s'y concentre. Au total, la moitié des satellites sont américains, 15% chinois, 12% européens et 8% russes. Aujourd'hui, 62 pays possèdent au moins un satellite actif. Les applications de ces satellites sont liées à la surveillance, on l'a dit, mais aussi aux télécommunications, à l'étude des phénomènes climatiques ou l'aide à l'aménagement du territoire. Des objectifs donc qui dépassent des fonctions strictement militaires et englobent toute une panoplie d'intérêts nationaux. Prenons le cas du GPS, qui signifie Global Positioning System. Il a d'abord été conçu par les États-Unis pour un usage exclusivement militaire, à savoir coordonner leurs actions de terrain. Mais en l'an 2000, l'ouverture du GPS aux civils a connu un succès planétaire. L'usage partout dans le monde de cette aide à la navigation, qui reposait alors uniquement sur des satellites américains, a incité d'autres nations à posséder leur propre système par souci d'indépendance. La Russie avec GLONASS, la Chine avec COMPASS et l'Europe, dont le système Galileo est basé sur une trentaine de satellites et devrait être pleinement actif en 2020. Mais plus les États sont dépendants de ces technologies, plus les satellites deviennent un talon d'Achille, ce qui les incite à développer des systèmes défensifs et offensifs, comme par exemple le brouillage de données. Sauf que ces systèmes remettent en cause deux principes du droit international, la libre circulation et la libre utilisation de l'espace. Malgré cela, la destruction physique de satellites par des tirs de missiles depuis la Terre a été testée efficacement par les États-Unis et l'Union soviétique dès les années 60, mais également par la Chine en 2007, à chaque fois sur des satellites obsolètes qui leur appartenaient. La compétition que se livrent les nations dans l'espace n'est plus strictement militaire. On l'a vu, elle englobe de plus en plus des enjeux économiques et civils. L'espace qui est aussi le lieu d'une rivalité de prestige. Car aller dans l'espace, c'est prouver sa maîtrise des hautes technologies et raviver la fascination pour l'exploration, cette forte valeur symbolique et même ce qui a motivé les premières puissances à s'y lancer. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Les premières victoires soviétiques sur les Américains, premier satellite artificiel, premier homme en orbite puis première sortie extravéhiculaire, ont été valorisées comme la preuve de la supériorité du modèle soviétique sur le modèle capitaliste. Ce qui poussera les Américains à prendre leur revanche en 1969 avec Neil Armstrong, qui plante leur drapeau sur le sol lunaire. Dans la foulée, les nouvelles puissances veulent, elles aussi, pouvoir afficher leur prestige spatial. Par exemple, le Japon. Ce pays où toute ambition militaire est prohibée par la Constitution revendique une approche scientifique de son programme spatial. Et la réussite de ses missions d'observation de comètes ou d'astéroïdes conforte sa réputation internationale dans le domaine des hautes technologies. Citons également le cas d'une autre puissance émergente, l'Inde, dont la sonde Mangalyaan a atteint la planète Mars en 2014, comme un pied de nez à sa rivale asiatique, la Chine, qui elle n'y est pas encore parvenue, et ce malgré un ambitieux programme d'exploration. La Chine a posé un atterrisseur sur la face cachée de la Lune au tout début de l'année 2019, une première mondiale qui rappelle sa volonté d'y faire atterrir un équipage humain dans les 10 prochaines années. Citons encore les Émirats arabes unis qui ont annoncé leur volonté d'atteindre Mars en 2021, affirmant clairement leur ambition de montrer que la civilisation arabe contribue au progrès des connaissances de l'humanité. Enfin, aller dans l'espace, c'est aussi pouvoir mesurer l'évolution de notre milieu de vie, la Terre, comme le montrent ces photos de la déforestation en Amazonie. Au-delà même du constat de la dégradation des écosystèmes, c'est l'appréhension visuelle de la finitude de notre planète et de son isolement qui impose aujourd'hui l'idée d'un destin commun des terriens. Ainsi, l'espace permet donc aussi parfois d'oublier les rivalités géopolitiques. Le programme Shuttle Mir, décidé juste après la guerre froide,
a par exemple fait cohabiter dans l'espace clos d'une station spatiale russe et américain pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui, dans la Station spatiale internationale, des astronautes de 15 nationalités différentes se sont succédés, comme le symbole d'une humanité unie dans l'exploration. Il faut noter cependant l'exclusion notable des Chinois, imposée par les Américains, et qui ont d'ailleurs développé leur propre station spatiale, Tiangong 1 et 2, littéralement les palais célestes. Et aujourd'hui, l'espace continue de faire rêver. Il suffit pour s'en convaincre de voir le formidable retentissement qu'a eu en France le séjour dans l'espace de Thomas Pesquet ou en Allemagne celui d'Alexander Gerst pour comprendre à quel point la magie spatiale opère toujours longtemps après la guerre froide, après la compétition russo-américaine pour fouler le sol lunaire. Et le nouvel horizon qui fascine aujourd'hui les hommes, c'est la planète Mars. Fin 2018 notamment, la NASA a annoncé officiellement vouloir y envoyer des hommes d'ici 25 ans, mais ce sera tout sauf un voyage éclair, puisque Mars est au minimum à 9 mois de trajet. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.